Les transports, je les ai trouvés dans un état absolument dégueulasse. Qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix parce que sinon, c'est le bateau France qui va couler. Et effectivement, non seulement ils ont cramé la caisse, mais ils ont mis la poussière sous le tapis. À vous écouter, j'ai tout de même une question qui me vient. On vous a pas proposé le ministère des Finances? Non. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Vous inaugurez en quelque sorte ce format d'émission qui sera lancé sur TV78, d'où le dispositif peut-être un petit peu particulier. Vous êtes reçu avec un petit café. Pour le café politique, on va juste cacher la marque. L'émission n'est pas encore lancée, on n'a pas encore les tasses avec le logo dessus. On va parler de sujets sérieux néanmoins avec vous, et notamment des finances des collectivités locales. C'est un des sujets qui intéresse le plus actuellement les différents élus. Vous suivez, j'imagine, les échanges qui ont lieu actuellement sur le budget préparatoire. Comment vous réagissez quand on demande aux collectivités de faire des économies, plusieurs milliards ? D'abord, Michel Barnier trouve une situation qui est épouvantable. Vous savez que en 2022, j'avais dit que le gouvernement avait cramé la caisse. Et effectivement, non seulement ils ont cramé la caisse, mais ils ont mis la poussière sous le tapis. Et donc là, la montagne de poussière, Michel Barnier l'a découverte en arrivant. Donc bien évidemment, il faut aider Michel Barnier à résoudre le problème, aider Michel Barnier à colmater les brèches. Mais on ne peut pas faire uniquement du colmatage. Il faut en fait reconstruire tout le bateau de l'État et des services publics. Parce qu'en réalité, il y a des gaspillages. Il y a des gaspillages à tous les étages. Et le gouvernement a raison de commencer la chasse au gaspillage. Mais, il faut faire attention. Il ne faut pas que les bons gestionnaires soient sanctionnés de la même manière que les mauvais. Et c'est là que le bas blesse. Aujourd'hui, l'État va nous faire des rabots de recettes sur toutes les collectivités locales sans regarder si elles ont des missions prioritaires et si elles les remplissent bien ou pas bien. Ça veut dire qu'il faudrait sanctionner certaines et pas d'autres? Enfin, sanctionner, en tout cas imposer. Ça veut dire qu'il y a des missions prioritaires et ces missions prioritaires, il leur faut plus d'argent. Je vous donne un exemple en Ile-de-France, les lycées. Moi, j'ai une dynamique démographique qui est la deuxième plus forte de France, après les Hauts-de-France. J'ai des jeunes qui arrivent de partout et il faut qu'ils aillent à l'école. Donc, je vais être obligé de construire 30 lycées neufs. Dans d'autres régions, on ferme des lycées faute de mômes. Donc, on doit prendre en compte cette différence. Moi, je ne peux pas arrêter de chauffer les lycées. Je ne peux pas enlever des agents d'entretien dans les lycées. Ça n'est pas possible. Donc ça devrait être sorti, vous voyez, des mesures d'économie. Et au contraire, on devrait me donner plus de moyens pour le faire. Pareil pour les transports. Les transports, je les ai trouvés dans un état absolument dégueulasse. J'ai investi massivement avec l'État sur les transports. J'ai accepté bêtement de mettre 700 millions d'euros de plus sur les 5 prochaines années que l'État dans le contrat de plan État-région. Ils mettent 3 milliards, je mets 3,7 milliards. C'est la première fois que la région met plus que l'État. Là, je me demande vraiment si je vais continuer. Parce que ça veut dire que je paye à la place de l'État qui, en plus, me coupe mes recettes. J'avais tout prévu avec des recettes qui continuaient d'être stables, vous voyez, pas des recettes en diminution. Donc on parle des finances pour les collectivités, dans les projets en tout cas pour faire des économies ou trouver de l'argent supplémentaire. On parle aussi de hausse de fiscalité sur certaines entreprises. Et là je m'adresse directement à la présidente de région qui pourrait s'inquiéter de voir des entreprises partir. Les hausses d'impôts, c'est évidemment la pire des solutions, mais c'est toujours celle à laquelle on a recours quand on est dans l'urgence. Parce que dans l'urgence, les impôts, ça rapporte. La vérité, c'est qu'il faut que l'État fasse ce que j'ai eu le courage de faire à la région Île-de-France, c'est-à-dire supprimer toutes les structures para-étatiques. Moi, j'ai supprimé 15 structures para-régionales. À chaque structure que j'ai supprimée, j'ai eu des grèves, j'ai eu des manifestations, j'ai eu des articles de presse. Aujourd'hui, je demande aux 12 millions de franciliens, qu'est-ce que j'ai supprimé ? Qu'est-ce que j'ai supprimé ? C'était quoi ces structures vitales que j'ai supprimées ? La vérité, c'est que c'était des satellites de la région et que dès qu'on crée un satellite, il y a 50% du budget du satellite qui part en loyer, qui part en comptable, en chargé de com, enfin, toutes les frais de structure. Donc, la vérité, c'est qu'il faut que l'État fasse le ménage, il faut supprimer toutes les agences para-étatiques, il faut tout recentraliser. Vous pensez à quelle structure, justement ? Mais toutes. L'État a des agences sur tout. L'État crée des ministères. L'État a des ministères et crée des agences. L'agence de la cohésion territoriale, l'agence du sport, l'ADEME. Il y a des agences de tout. Donc tout ça, il faut les supprimer. Toutes les supprimer et que les compétences, soit elles soient récupérées directement par les ministres, par les ministères, soit elles sont décentralisées. Je vous prendrai un exemple. L'ADEME. L'ADEME est une magnifique agence de l'État qui fait du très bon boulot. Sur l'environnement, elle finance tous les projets des communes sur l'environnement, la transition écologique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un seul des projets de l'ADEME
qui n'est pas financé par 3 personnes en même temps. Toujours, tous les projets sont cofinancés par l'ADEME, par la Banque des Territoires et par les régions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a 3 dossiers, ça veut dire qu'il y a 3 services instructeurs, ça veut dire qu'on fait 3 fois le boulot pour donner une subvention à une commune ou à un projet. Donc la vérité, c'est qu'il y a un échelon de trop. Donc moi, je suis pour qu'on supprime l'ADEME. Là, l'État dit on va baisser le budget. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas baisser le budget de l'ADEME. Baisser le budget de l'ADEME, ça va faire souffrir les agents de l'ADEME qui feront moins bien ou qui financeront moins de projets. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut fermer, supprimer les frais de structure. Et si on les supprime, là, les agents de l'ADEME, il faudra les recaser. On les transférera aux régions à qui on donnera l'argent pour faire. Et vous savez, on peut absorber ce genre de choses. Moi, je l'ai fait. L'année dernière encore, j'ai eu des manifestations en bas de la région parce que j'ai demandé à l'Institut Paris Région, qui est notre agence d'urbanisme, de déménager du 15e arrondissement en Seine-Saint-Denis. Ils n'étaient pas contents. Je les comprends. Personne n'a envie de déménager du centre de Paris en Seine-Saint-Denis. Mais grâce à ça, on a fait plusieurs millions d'euros d'économies sur leur loyer. Et je suis allée voir les syndicats. Je leur ai dit, vous savez, j'ai besoin de cet argent pour mes lycées. Et ils ont compris. Alors, peut-être pas complètement compris, peut-être pas complètement accepté, parce qu'un déménagement familialement, c'est toujours compliqué. Mais voilà. Moi, je l'ai fait pendant 10 ans, j'ai fait ce boulot. L'État ne l'a jamais fait. Combien il y a d'administrations dans le centre de Paris aujourd'hui? Ça coûte 2 fois plus cher que de venir comme moi à Saint-Ouen ou d'aller à Saint-Denis. 2 fois plus cher. Déménagez tous les ministères de Paris. Mettez-les à Saint-Denis-Pleyel. Il y a une très jolie gare que je viens d'inaugurer. Et vous verrez qu'on fera des économies. Il faut faire la chasse au gaspillage. Mais il ne faut pas matraquer les collectivités qui ont des dépenses incompressibles. Je pense aux départements avec les dépenses sociales. Je pense aux communes. Les communes doivent continuer à chauffer les écoles, vous voyez. Donc il y a des dépenses qui sont prioritaires. Éduquer, soigner, protéger. Ces dépenses qui sont prioritaires, on doit les augmenter, pas les baisser. À vous écouter, j'ai tout de même une question qui me vient. On ne vous a pas proposé le ministère des Finances? Non, on ne me l'a pas proposé. C'est vos propositions plus radicales qui font qu'on ne vous l'a pas proposé. Mais la vérité, après ce que j'ai fait, dans la région, vous avez raison de dire que les économies, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Quand vous voulez fermer une structure et la réinternaliser pour faire des économies, eh bien, ça prend 18 mois. Parce qu'évidemment, derrière chaque structure, il y a des personnes. Et le gouvernement n'a pas ce temps-là. Alors, celui-ci n'a pas ce temps-là. Alors, non seulement il n'a pas, peut-être pas ce temps, mais en plus, il n'a pas la majorité pour le faire. Donc, il va falloir quand même le soutenir dans ses efforts. Qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix parce que sinon, c'est le bateau France qui va couler. Parlons de dossiers qui concernent directement la région. Et votre projet que vous avez annoncé il y a quelques temps, c'est la région des 20 minutes. Alors c'est ambitieux, offrir un accès de proximité à l'éducation, la santé, la culture, commerce, services, sport. Et j'en passe donc à chacun des franciliens. Sur cette région de l'Île-de-France où nous sommes, ça signifie quoi concrètement pour les Yvelines? La région des 20 minutes, c'est dire que chacun a la même dignité sur chaque point du territoire. Qu'on soit dans un quartier populaire ou qu'on soit dans une zone rurale, on a la même dignité et on doit avoir la même qualité de service public qu'un Parisien. Donc le sujet, il est là. Alors, j'ai pris une décision très symbolique qui rentrera en vigueur au 1er janvier, vous le savez. Ce sera le ticket de train, métro, RER unique à 2,50 € pour que tous les Franciliens aient le même droit de se déplacer qu'un Parisien au même prix. Et ça, c'est une mesure très symbolique de cohésion de la région. Vous voyez, je veux travailler... Cette région des 20 minutes, c'est une région qui a de la cohésion. C'est une région où chaque habitant se sent également considéré. Voilà. Il n'y a pas d'un côté les ghettos de pauvres, de l'autre côté les zones rurales oubliées. Non, il y a tout le monde qui vit un même projet régional. Et c'est ça la région des 20 minutes. Et évidemment, c'est ambitieux parce que ça veut dire qu'il faut construire des infrastructures en proximité. Et vous avez peut-être vu l'étude qu'on a faite avant de faire le schéma. En fait, il y a quand même beaucoup d'équipements qui manquent. Donc culture, sport, santé. Donc c'est évidemment des priorités pour moi. Et comment on les finance? Actuel dont on vient de parler justement? Moi j'ai aujourd'hui les moyens de financer parce que j'ai fait énormément d'économies. Mais si l'État me coupe les vivres, c'est évident que ce sera autant de projets qu'on repoussera dans le temps parce qu'on ne pourra pas les financer. Et ça, ce serait vraiment dommage. C'est pour ça que j'invite l'État quand même, à un moment donné, à définir des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour lui? Est-ce que la désertification médicale, c'est prioritaire? À ce moment-là, il faut laisser les maisons médicales se construire. Est-ce que la priorité, c'est l'inclusion culturelle? Est-ce que c'est l'héritage des Jeux Olympiques?
Sur tous ces sujets-là, je pense qu'on a des choses à faire valoir. Le transport, en tout cas en Ile-de-France, c'est un dossier prioritaire. Sur les différentes lignes qui concernent les Yvelines, les Hauts-de-Seine, l'Île-de-France, aujourd'hui, où en sont ces différents projets ? Eh bien, écoutez, on continue. Alors, on a évidemment le EOL qui arrive en 2026, et ça, ce sera un très, très gros changement pour la vallée de Seine. Mais d'ici là, on a aussi le tram 13 qui poursuit sa route jusqu'à Poissy-Achères. Donc, voilà, on continue de mailler le territoire, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà fait une très très grosse partie du travail qui était prévu dans les Yvelines. Et le sujet, c'est l'offre bus, c'est que l'offre de bus du quotidien soit à la hauteur. J'égrène un petit peu les sujets, mais vous avez parlé de l'héritage des Jeux Olympiques. Si on parle de l'impact sur la région Île-de-France, maintenant que les Jeux sont terminés, rapidement le bilan, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, et puis la suite, l'héritage. D'abord, il y a un héritage qui est immatériel, c'est la fierté nationale qui en est résultée. Les Français se sont vus dans le miroir et ils se sont trouvés beaux. Ils ont trouvé que ce qu'ils faisaient, c'était bien. Et ça, cette confiance-là, il ne faut surtout pas la perdre. Parce que c'est pas perdu, pardon, mais déjà quelques mois après. Non, on a quand même des beaux souvenirs. Et puis, il y a des héritages. La gare de Saint-Denis-Pleyel, la gare de la Défense, ce sont des gares magnifiques. Et bon, alors, ces trains-là n'ont pas été faits pour les Jeux. Mais on sait bien que sans les Jeux, ils ne seraient peut-être pas arrivés à l'heure, parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui arrivent à l'heure en Ile-de-France, malheureusement. Donc là, on se félicite de cet héritage. Et ça, il faut qu'on le garde. Et puis, il y a autre chose qui était très fort pendant les Jeux. Si seulement on pouvait le garder. C'est la trêve bureaucratique. La trêve bureaucratique, vous savez, c'est quand le préfet, au lieu de vous dire c'est illégal, vous dit je vais m'arranger pour qu'on puisse le faire. Ça, c'est énorme. Et ça nous a fait gagner des années. Sur le village des athlètes, sur les projets de transport, plein de sujets. L'administration a baissé, je ne sais pas si c'est la garde, mais enfin a baissé les contraintes qu'elle nous impose et a été aidante. Et moi, j'ai besoin d'une administration aidante parce que je passe ma vie, mes journées, mes semaines à lever des barrières bureaucratiques et juridiques. Parce que là, toutes les contraintes qui existent aujourd'hui sont véritablement des contraintes et ne sont pas justifiées, en tout cas, toutes les mesures qui peuvent exister, les normes qui peuvent exister. On surtranspose tout. Vous savez que je me suis mise très en colère parce que sur le RER B, qui intéresse les Yvelines et les Hauts-de-Seine évidemment, sur le RER B, j'attends du nouveau matériel roulant qui devait arriver pour 2025. Et maintenant, c'est 2027. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Et on a perdu 1 an parce qu'on a surtransposé des obligations européennes, ou plus exactement, on les a transposées sans réfléchir, qu'il n'y avait pas de passage à niveau sur le RER B et que donc ce n'était pas grave si le RER B ne supportait pas un crash test avec un camion en travers de la voie. Bon, ben voilà, on va avoir un super RER B qui pourra supporter tous les crash tests. Ça nous a fait perdre 6 mois et je pense qu'on est les rois de la surtransposition des normes. Donc il faut qu'on fasse très attention. C'est pour ça que j'ai décidé que pour le prochain RER qu'on commandera, le RER-C, eh bien, pour ce RER-C, c'est Île-de-France Mobilité qui passera la commande et qui suivra le marché elle-même, parce que j'aime beaucoup la RATP, j'aime beaucoup la SNCF, mais à un moment donné, ils sont dans leur univers, ils veulent faire le plus beau des produits, le plus beau des trains, mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout qu'il arrive vite et qu'il roule. Il aura tout de même des crash tests ? Il aura des crash tests en fonction de ses spécificités. Et on n'appliquera pas à un RER de banlieue qui n'a pas de passage à niveau les mêmes règles qu'à un train inter-européen. Vous parliez des priorités à définir, justement. La région Île-de-France a récupéré la gestion de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. C'est un dossier prioritaire ? Alors la jeunesse est un dossier absolument prioritaire et l'environnement aussi. Or, l'île de loisirs était un petit peu à la jonction de ces deux priorités. Vous savez qu'il y avait un dépôt sauvage épouvantable qui s'était installé depuis le Covid sur cette île. Donc on a tout nettoyé. On a aussi fait un magnifique travail sur la colline d'Elancourt qui est devenue une colline du VTT extraordinaire. Donc maintenant, il faut qu'on porte un projet pour l'île et pour la colline. Et l'idée, ce serait de travailler avec la Fédération cycliste pour faire un vrai hub du vélo ici dans les Yvelines avec une vraie maison du vélo ensemble, du coup, pour que les deux sites fonctionnent ensemble. Donc c'est ça l'avenir, à mon avis, de l'île de loisirs de Saint-Quentin en lien avec la colline d'Elancourt. Je vous posais cette question et ça regroupe deux questions, hein, l'héritage de cette colline d'Elancourt justement après les Jeux Olympiques et les épreuves de VTT, et puis cette île de loisirs qui avait de fortes difficultés financières aussi, d'où ma question sur la priorité ou non, mais vous l'assurez, en tout cas vous en êtes certaine, les choses vont aller mieux sur cette île de loisirs difficile à gérer. Le sujet, c'est qu'en fait, elle était dans une spirale forcément déclinante, puisque moins vous avez d'équipements, moins vous avez de recettes.
Donc plus vous avez de trous dans la caisse. Donc la vérité, c'est qu'il faut remettre des équipements, donc réinvestir. C'est l'investissement qui générera des recettes et un équilibre d'exploitation. En décembre, normalement, nous devons désigner la personne qui reprendra l'île. Donc on y travaille. Un dernier mot, nous sommes à l'Université des mairies de l'Ouest parisien. Quel message vous véhiculez en vous rendant ici aujourd'hui ? La région, c'est un orchestre de maires. Donc moi, tous mes projets, ils sortent parce que les maires le veulent bien. Donc j'ai besoin de maires engagés, j'ai besoin de maires qui ne perdent pas espoir malgré les baisses de dotation. Et j'ai besoin aussi de maires qui investissent, qui construisent, y compris du logement, parce que la question du logement est une question vraiment centrale dans la vie des Franciliens. Donc on a besoin de maires bâtisseurs et la région sera toujours à leur côté pour les aider à construire des équipements, à construire des logements. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Et à faire la transition écologique. Également. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt sur TV78 pour un autre café politique dans un format un peu différent de celui-ci qui sera disponible sur notre site internet et puis en podcast également.